dirait que c'est le sport d'une élite. En fait, le couple est un luxe, c'est un sport de luxe. Il faut avoir beaucoup de matériel pour arriver en couple, pour arriver à un bon niveau. Et encore, après, il va y avoir encore des vagues. Oui, alors après, j'ai envie de dire aussi Mais il y a des que athlètes. le fait de beaucoup s'interroger, de trouver des problèmes, un rythme de vie très intense où on se perd et où on perd l'autre, c'est aussi réservé à une élite. Et je pense qu'il y a des gens qui vivent beaucoup Bien plus répondu. simplement et pour le coup, qui s'aiment profondément parce qu'ils ne s'attirent pas les problèmes qu'on peut s'attirer dans d'autres milieux. Donc non, je ne pense pas que l'amour et le couple soient réservés à une élite. C'est pas une Pas du tout. performance. Non, c'est pas une performance. C'est un travail. Les talents de la Terre, le podcast qui révèle les personnalités singulières pour lesquelles le mot engagement n'est pas un mot à la mode. Quel est leur parcours, leur réussite, leurs échecs, leur acte de résilience pour faire tout ça à la fois, être au service des autres pour rendre heureux. Dans les talents de la Terre, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes qui, chacun à leur manière, défendent ce qui nous rend profondément humains, c'est-à-dire notre capacité à créer, à prendre soin, à transmettre, à nous relier les uns aux autres. Alors jusqu'ici, je vous ai souvent parlé d'engagement solidaire envers la planète, envers les plus fragiles, envers des causes qui nous dépassent souvent largement. Et aujourd'hui, je voudrais vous emmener sur un terrain un peu plus intime. C'est un autre territoire fragile, celui de nos relations affectives. Car à une époque où tout va vite, trop vite, où tout se consomme, se remplace, s'optimise, une question reste en suspens. Est-ce que le lien humain, le lien affectif, lui aussi, devient un produit comme un autre? Alors les chiffres racontent une époque qui doute. On se marie aujourd'hui près de 10 ans plus tard qu'il y a une génération. Près d'un mariage sur 2 se défait. Et un Français sur 4, presque malheureusement sur 3, dit ressentir régulièrement de la solitude. Alors le sociologue parlerait d'un marché de l'amour. On en choisit, compare et remplace très vite. Mon invitée aujourd'hui s'appelle Swazig Castelnerac et elle a décidé de s'engager précisément sur ce terrain-là. Avec Amour toujours, elle porte un message à contre-courant. Le couple, l'engagement, la confiance ne sont pas des notions dépassées selon elle. Au contraire. Et ce sont des aventures humaines qui ont encore beaucoup de sens. Alors, Swazig s'est notamment élevé contre la banalisation commerciale de l'infidélité que vous avez dû voir dans le transport en commun, et non pas pour juger les histoires de chacun, mais plutôt pour interroger la société dans laquelle nous sommes, qui transforme parfois nos fragilités en opportunités économiques. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler d'amour, mais pas seulement de l'amour romantique. Nous allons parler également de la fidélité, de la loyauté, de l'engagement à l'autre, à soi et à nos valeurs. Alors la liberté, c'est aussi de la responsabilité, c'est une manière de passer du jeu à nous. Alors on peut rajouter à ce constat que l'intelligence artificielle malheureusement accélère tout et heureusement peut aussi déclencher d'autres principes. Alors la performance prend toujours autant de place et peut-être plus grâce à l'IA, mais un de nos plus grands talents humains reste quand même celui-ci, apprendre à aimer, à réparer et à construire ensemble avec un autre. Merci Swazig d'être avec nous aujourd'hui. C'est un sujet riche qu'on va aborder aujourd'hui. Oui. C'est un sujet qui n'est pas facile pour moi, je vais vous l'avouer tout de suite, parce que je pense que jusqu'ici, toutes les personnes que j'ai interviewées venaient parler d'une certaine forme d'amour, ce qui, pour les plus connaisseurs de ce sujet, renvoie aux 3 notions d'amour qui sont l'éros, l'agapé, philia. Et dans ces 3 domaines,
il est vrai que le podcast Les Talents de la Terre s'intéresse essentiellement à l'agapé, qui est l'amour d'autrui, l'amour plus large, l'amour, j'allais dire, qui n'attend pas de contrepartie et qui dépasse des enjeux très individuels. Or, aujourd'hui, avec vous, on va s'intéresser de prime abord à l'amour éros, mais qui nous renvoie à cet agapé, à l'amour des autres, à l'amour de soi, à l'amour au-delà de l'amour de soi, à l'amour des autres, et dans une démarche, j'allais dire, solidaire également, puisque si vous vous positionnez sur ces questions-là, si je comprends bien, et je vais vous laisser la parole, c'est qu'il y a un formidable enjeu d'humanité. Alors, Swazig. Merci Dorothée déjà pour cette belle présentation. C'est toujours, je trouvais émouvant de s'entendre, d'entendre sa mission avec les mots de quelqu'un d'autre. Ça donne un autre relief. Donc merci pour ça. Et effectivement, je suis convaincue qu'il y a un vrai enjeu de société aujourd'hui à faire en sorte que les couples aillent bien et que les couples aillent mieux. Pour moi, la cellule, le couple, c'est vraiment la base d'une société qui va bien, d'une société qui peut avancer, d'une société qui peut construire, d'une société qui peut innover. Et vous l'avez dit en introduction avec les chiffres, vous avez dit près d'un couple, mais maintenant on est vraiment à un couple sur deux qui divorce, et on ne compte que les divorces, même pas les séparations. Et on voit bien que, en fait, c'est un fait qui fragilise notre société aujourd'hui. Elle fragilise le couple, donc les personnes elles-mêmes, elle fragilise derrière les familles, les enfants, et tout ça, ça a des répercussions ensuite dans tous les autres pans de notre vie et de notre société. Donc, moi, je suis persuadée que notre société a besoin de couples qui vont bien. Et pour ça, il y a un message vraiment à porter sur ce sujet. Alors, j'ai écrit plein de choses, j'aurais plein de questions à vous poser, mais je souhaite ne pas faire le Xème podcast sur le couple. Bien sûr. Des coachs de relations amoureuses, des experts de la relation amoureuse dans un monde où plus personne ne rencontre sa moitié. Tout ça, ça a déjà été fait et refait. Ce que je trouvais intéressant en vous recevant sur ce plateau, j'entends très bien, et quelque part, je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément aller, évidemment, dans ce qui semble merveilleux, le couple, ça serait tellement sympa si on rencontrait quelqu'un et si on était avec quelqu'un de bien. Enfin, je veux dire, je ne pense pas que ça soit ça que vous vendiez. Je pense que vous vendez... Enfin, vous vendez. Non, vous ne vendez pas. Vous êtes dans la promotion peut-être d'un rapport d'effort, parce qu'un couple demande de l'effort. Donc ça, j'ai bien compris. Mais le sujet avec vous, et ce qui m'a paru intéressant, c'est qu'en fait, au-delà d'être une experte parmi tant d'autres, excusez-moi, Swazig, mais il y a beaucoup de personnes qui se revendiquent des experts de l'amour et qui viennent nous expliquer comment on doit aimer et comment on ferait mieux d'eux. Ce qui est interpellant chez vous, c'est qu'en fait, vous êtes d'abord insurgé sur les sites Internet qui font la promotion de l'infidélité. Donc, est-ce qu'on peut commencer par ça ? On peut commencer par ça. Allez, on y va. Ouais. C'est effectivement le sujet que j'ai envie de porter en ce moment. Il est né en moi en février l'année dernière, où j'ai passé une semaine sur Paris, notamment avec mon mari, pour évidemment, moi, c'est au moment de la Saint-Valentin où je fais pas mal de promotions pour Amour Toujours. Et là, vraiment, en prenant le métro, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'affichages qui prenaient les relations légères, qui prenaient l'infidélité. Vraiment, c'était écrit noir sur blanc. Voilà, venez chez nous, pas besoin de carte de fidélité. Alors, c'était notamment pour des sites de rencontres, mais finalement, on a trouvé qu'il y avait pas mal de marques qui, à cette époque-là, à ce moment-là de la Saint-Valentin, où l'amour est censé être mis en avant, jouaient
sur ces slogans, sur ces slogans qui incitaient vraiment plutôt à du désengagement, à du zapping amoureux, à de la relation légère, en déculpabilisant complètement ceux qui pouvaient lire ces messages. Et vraiment, il y en avait, le métro était inondé. Et mon mari m'a dit, en fait, tu ne peux pas laisser faire ça. Il faut que tu prennes ta place aujourd'hui parce que, regarde, les messages, le seul message qu'on voit, c'est juste pour dévaloriser l'amour et la relation de couple et en faire quelque chose vraiment d'éphémère. Et j'ai dit... Je n'ai pas envie de vous pousser dans vos retranchements, mais je ne suis pas sûre que ces sites aient créé, j'allais dire... l'envie d'être infidèle. Ils ont surfé sur quelque chose qui existe. Et encore, le mot infidèle, on est fidèle à quoi? Enfin, l'envie de relations légères, l'envie d'être transporté dans quelque chose qui nous dépasse, l'envie d'être grisé, c'est très humain. Oui. Alors, oui, je vois très bien les sites qui ont mis ça en avant. Mais par exemple, je sais qu'il y a des barres de chocolat qui vont me faire grossir, qui sont pas... Et pourtant... je veux dire, il y a certaines marques qui vont faire l'apologie de cette barre de chocolat. Et à moi, par contre, en tant qu'individu, de connaître mes limites, une certaine rigueur personnelle, et ça renvoie en fait à ma discipline personnelle. Et, mais ces barres de chocolat, ces chewing-gums, ces bonbons ont toujours fait l'apologie du sucre. Et le sucre, c'est pas bon pour la santé. Donc... vous voyez, je vous taquine, hein, oui, mais non, je comprends, parce que oui, ça existe, mais est-ce que c'est si grave que ça? En fait, c'est très insidieux. Moi, c'est pas tant la marque qui est derrière que je vise, c'est le message qu'elle envoie et ce qu'elle banalise. Et mine de rien, quand on passe tous les jours devant ces messages-là, ça fragilise des valeurs qu'on peut avoir, un engagement qu'on peut avoir. Et on est réceptif, et c'est bien pour ça que ces campagnes sont si fortes et autant d'impact. C'est pour ça que c'est une question de communication et de marketing. On le sait, nous sommes réceptifs en tant qu'êtres humains aux messages qui sont sous nos yeux tous les jours, à ce que l'on peut entendre. J'ai vraiment envie de vous taquiner, Swazig, mais moi je peux passer plusieurs fois devant la pub pour les barres chocolatées et pas les acheter. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas envie. Ça veut juste dire que je sais le prix que je vais payer derrière. Et en fait, quelque part, c'est juste, on sait que ça existe, mais j'ai la force de résister. Et vous ne croyez pas que l'être humain est capable de cette résistance? Malheureusement, non. Pas tous les êtres humains. Il faut vraiment, je trouve, être armé pour avoir cette force-là. Et pour peu qu'on passe devant ces messages, à un moment un peu de faiblesse, à un moment un peu de doute dans sa vie, pour soi, de doute dans son couple. Et on se dit, en fait, si c'est écrit là, en gros, c'est que c'est pas si grave, c'est que c'est faisable, ça cautionne, mais complètement. Et c'est que je suis pas le seul. Parce que je peux être séduite, moi, je veux dire, on est peut-être tous à un moment donné grisés par quelqu'un d'autre, par un regard, par une forme, une silhouette. Je veux dire, le désir est humain, ça fait partie des éléments qui nous poussent à construire, en tout cas à entreprendre, peu importe pour l'objectif poursuivi, mais ça fait partie de l'espèce humaine d'avoir envie de désirer. Donc, ce site-là ou cette promotion-là, elle ne fait que surfer sur quelque chose de très existant. Donc, en fait, on est toujours, tout le temps, sollicité à interroger notre propre dignité, quelque part, notre propre respect de nous-mêmes, hein, non? Mais faut-il en avoir l'intelligence et la capacité? Et ça, je pense sincèrement que ce n'est pas offert et donné à tout le monde. Donc le message, pour moi, le rôle que l'on a, si on peut en avoir un, si on peut avoir un impact, c'est plutôt d'élever les gens, de les aider à faire des choix qui vont les élever, qui vont aller vers le respect, vers la beauté aussi du lien amoureux, plutôt que dans la détérioration. Vous voyez, je crois très fort quand même dans tous ces messages qui sont envoyés et la façon dont ça va avoir un impact sur nous, de la façon dont ça va formater nos cerveaux. Je pense à nous. Bon, alors nous, on a 40, 50 ans. L'histoire, elle est, je veux dire, on est fait, on a nos valeurs, on est construit. Je pense à tous ces enfants et tous ces adolescents qui passent dans le métro, mais aussi pour la génération future, bien évidemment. En fait, pour eux, ça devient
La banalisation. La banalisation, la normalisation. Ouais. En fait, dès ces âges-là où ils sont en train de se construire émotionnellement, affectivement, pour les adolescents, les adultes. Donc c'est important les messages qu'on va leur envoyer aussi. Oui, évidemment, moi quand je passe devant ces affiches-là, ça ne met pas en moi l'envie d'être infidèle ou me dire ah finalement c'est peut-être possible. Non, mais je suis pas seule, nous sommes pas seuls, et je pense à tous ceux qui vont être sensibles à ça. Et pourquoi, en fait, pourquoi on laisserait ces messages? L'idée, c'est pas de les interdire, ces messages. Libre à eux, en fait. Non, D'accord. c'est d'être un contre-pouvoir, d'avoir une autre voix, D'accord. de s'afficher avec. Très bien. Parce qu'il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas En d'autre fait, ce qui serait d'autres presque messages. bien, c'est que vous pourriez aller voir ces sites pour dire, écoutez, c'est votre business model, très bien, mais faisons aussi des ateliers pour que les couples qui peuvent aussi résister à ça, tiennent, voilà, peut-être qu'ils pourraient investir dans la fidélité, justement. Ouais, peut-être. Alors, je ne sais Ça pas serait si... assez rigolo. je ne sais pas si aujourd'hui, j'ai suffisamment d'énergie pour aller prendre le temps de m'allier à eux. En fait, je préfère presque, moi, me dire... J'ai mon média qui a ses valeurs, qui a envie de les porter. Je ne suis pas seule. J'ai une communauté derrière moi. Oui. J'ai des gens. Je le sais parce que depuis qu'on a lancé la campagne, et qui est une campagne collaborative... Donc, c'est quoi exactement la campagne que vous avez lancée? La campagne, c'est ce qu'on veut, c'est pouvoir s'afficher à partir de septembre. Alors, dans le métro parisien pour commencer, mais dans l'idée après, c'est d'être évidemment dans toutes les villes de France. Et d'une façon assez originale, ça va dans le sens de l'amour durable. On ne veut pas s'afficher seulement une semaine, on veut s'afficher longtemps. Donc, on veut être là au moins jusqu'en décembre, si on a suffisamment de fonds, évidemment jusqu'en février. C'est l'objectif. Oui. Et donc, avec une affiche qui changera tous les 15 jours, donc située de façon évidemment assez stratégique. Et l'idée, c'est pas évidemment de faire une publicité pour mon média ou pour mes produits, pas du tout. C'est de venir vous afficher un couple qui est ensemble depuis déjà quelques temps. Et l'idée, c'est de mettre une photo d'eux au début, une photo de maintenant, leur prénom, depuis combien de temps ils sont ensemble, et de raconter, alors pas sur l'affiche, mais derrière, il y aura un système qui permettra leur histoire d'amour, et de mettre en fait en avant ces histoires-là d'engagement, ces histoires qui durent, ces histoires qui, malgré les crises et les difficultés, sont belles, sont encore là aujourd'hui. Donc bien sûr, on rêve d'avoir des couples qui sont ensemble depuis 50, 60 ans, mais on a aussi cette envie de couples qui sont plus jeunes, mais qui ont une vraie volonté de s'engager. Donc voilà, c'est vraiment... Comment vous définissez l'engagement en couple? L'engagement en couple, pour moi, c'est une volonté. C'est un choix. C'est un choix, mais c'est un choix que l'on renouvelle. Et c'est un choix notamment qu'on renouvelle bien dans le doute, dans la difficulté, dans les crises. Se dire, en fait, dans les tentations. Dans les tentations, bien sûr. J'ai fait ce choix de faire ma vie, de faire route avec toi. Et donc, ça veut dire un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses. Mais est-ce que vous pensez que les personnes, elles ont envie de renoncer à ce... Ça veut dire un certain nombre de choses. C'est-à-dire, j'ai envie de ça, de ça, de ça avec toi, mais je ne veux pas pour autant faire la croix sur ça. Oui. On nous a éduqués ces dernières années à ce type de posture. On a beaucoup prôné le jeu. J'ai rien contre ça parce que je pense qu'effectivement, on ne se connaît jamais très bien et on découvre des aspects de soi parfois très dommageables pour vivre à deux. Mais est-ce que... et on arrive peut-être avec OK, je veux bien faire couple, avec une sorte de compromission, mais ça, je ne ferai pas une croix dessus. Alors c'est important, effectivement, dans le début d'une histoire, dans le début d'un couple, qu'il y ait... un équilibre, qu'il y ait des accords sur ses valeurs, sur ses envies, sur ce qu'on souhaite pour soi, ce qu'on souhaite pour l'autre, qu'on souhaite pour son couple, ce qu'on souhaite pour son avenir. Quand il y a trop de divergences, quand il y a quand même une attirance qui peut être physique, qui peut être intellectuelle, mais qu'il y a trop de divergences sur... une compatibilité de vie. Exactement, il faut vraiment se méfier parce qu'en fait, sur le moyen et sur le long terme, ça va être très compliqué. Et vous en parliez, la connaissance de soi et l'amour de soi, pour moi, est une clé
vraiment d'amour durable. Il est essentiel de se connaître soi, de s'aimer soi pour accepter d'être aimé par l'autre et pour aimer l'autre. Ouais, mais alors, quand vous dites ça, c'est là où ça me fait peur pour les Mhm. générations futures, parce que se connaître soi quand on a 20 ans, pas facile. Oui. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on voit qu'il y a, dans les chiffres que j'ai étudiés avant de faire ce podcast, j'ai vu qu'en fait, les femmes rentraient en couple ou se mariaient à l'âge de 37 ans et demi. C'est très tard par rapport à encore une vingtaine d'années. Oui. Alors, sachant qu'aujourd'hui, elles peuvent se marier en ayant déjà finalement, elles sont déjà dans leur couple depuis 15-20 ans, elles ont déjà 1, 2, 3 enfants. C'est plus le mariage qui fait vraiment c'est commencer plus le le mariage couple. qui fait. Mais on voit que Mais, l'engagement, la notion d'engagement arrive tard. C'est-à-dire qu'elle arrive dans... Et je le comprends. Mais ça voudrait donc dire qu'on ne peut pas être en couple avant de se connaître soi complètement. Alors, se connaître soi, c'est l'histoire d'une vie, bien sûr. Et oui. Mais en tout cas, au moment où l'on va faire ce choix de l'engagement, avoir fait ce travail sur soi, pour moi c'est essentiel, de connaissance, de qui l'on est, d'où l'on vient, d'avoir compris ce dont on a, ce qu'on a reçu, la façon dont on a été éduqué. Mais dans ces notre cas-là, il faudrait héritage. presque qu'on ait des cours à l'école, des cours d'amour. Vraiment, je veux bien monter une école pour ça, avec Et plaisir. Des cours d'amour, ça bien serait sûr, pas mal. des cours de relations. Comme il y a eu des cours de parentalité, on tout à apprend fait. à être parent, alors qu'on n'a pas arrêté de dire pendant des années, on n'apprend pas, on devient parent et puis on fait comme on peut. Il peut y avoir des cours d'amour pour les plus jeunes. J'ai vu qu'il y avait des cours d'empathie dans les pays du Nord pour les écoles, dans les écoles pour les tout petits, pour leur apprendre à être interpellés par les blessures d'autrui ou par les tristesses et les émotions d'autrui. Ça s'apprend, donc c'est un muscle. C'est un muscle, ça s'apprend, ça se travaille, ça se nourrit. C'est important d'avoir des clés quand on commence une relation, savoir comment se comporter, savoir dire non à ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est très important pour ne pas s'abîmer, pour être toujours dans le respect de soi, mais dans le respect de l'autre aussi. Moi, en tant que mère de famille, j'ai 4 enfants, 2 qui sont de jeunes adultes. J'en parle avec eux sans rentrer dans leur intimité. Mais je me sens le devoir aussi de leur transmettre la façon dont dont on construit une relation amoureuse saine et sereine. Donc oui, pour moi, il y a vraiment une histoire d'apprentissage et de transmission. Alors, si vous deviez donner les 5 grands piliers de la relation qui marche, c'est quoi ? Les 5 grands piliers donc d'une relation déjà installée et que l'on veut durable. Je pense qu'il y a le temps que l'on partage ensemble. Il faut du temps ensemble. Il faut du temps ensemble. Il faut vraiment du temps ensemble. Et des vrais temps. Pour les relations à distance, ça. Une relation à distance sur du moyen-long terme, elle est difficilement viable. Ou alors elle aura une autre façon de fonctionner qui peut convenir à chacun. Mais évidemment, c'est quand même... la notion du temps passé ensemble. Du temps passé ensemble. Nourrir le couple. En fait, faire de son couple, moi, je trouve ça important, c'est faire de son couple une priorité dans sa vie. Donc, malgré son travail, malgré ses enfants, se dire notre couple avant tout. Et ça, c'est pas facile à entendre. Mais en fait, il faut se dire qu'un couple dans lequel on n'est pas investi, un couple qu'on ne nourrit pas avec le temps que l'on passe, c'est un couple qui ne tiendra pas. Et ça se comprend très bien. En fait, c'est comme on le comprend quand on a son entreprise, par exemple, si on ne s'investit pas, si on ne passe pas du temps, si on n'est pas créatif pour son entreprise, si au bout d'un moment les chiffres ils sont pas là, et puis on va déposer le bilan. Alors après, j'entends, mais ça veut dire que vous interrogez plusieurs types de couples, parce qu'il peut y avoir des personnes qui ne se voient pas régulièrement, qui fonctionnent depuis 20-25 ans, à chacun quelque part un peu sa vie, s'entendent très bien sur certains points, voilà, chacun comprendra, et malgré tout restent ensemble, parce que c'est le projet qui fait que... vous parlez du temps, vous parlez de... c'est vrai que dans ma vision, ou dans ce que j'ai partagé autour de moi, j'ai vu que les personnes pouvaient se rencontrer sur un projet commun. Oui. C'est faire projet ensemble, après avoir les valeurs qui vont bien, la démarche, le comportement, blablabla. Mais l'attirance ne fait pas tout, ça c'est sûr.
Mais faire projet commun permet effectivement de comprendre pourquoi est-ce qu'on passerait du temps ensemble, pourquoi est-ce qu'on aime être ensemble. J'allais presque dire, le projet fait le couple. Après, peut-être qu'un jour, le projet change et dans ce cas-là, le couple n'a plus de raison d'être. Mais et ça vous le situez quelque part ou pas ? Les projets, nourrir son couple de projets, c'est une clé d'amour durable, bien évidemment. En fait, son couple, il faut le considérer comme une entité à part entière. Qu'il faut. Alors, c'était pas ça ma question. Là, vous me parlez des projets du couple. Genre, on va partir en voyage, on va s'installer dans telle ville, etc. Moi, je parlais du projet de la raison d'être. Pourquoi je suis en couple ? Pourquoi j'ai envie d'avoir quelqu'un à côté de moi ? Qu'est-ce que j'apporte ? Qu'est-ce que j'ai envie que l'autre m'apporte ? Parce que moi, j'ai envie de faire des enfants. Moi, j'ai envie d'avoir une grande famille. J'ai envie de m'installer dans le Luberon et d'élever... voilà. Et si l'autre a plutôt envie de faire le tour du monde, de jamais être là, et que vous lui proposez de s'installer avec des chefs dans le Luberon et des poules, il va vous regarder, il va dire « je t'adore », mais globalement, on n'est pas compatibles. Tout à fait. L'amour est là, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais c'est pas le même projet. Oui, il y en a un qui veut pas d'enfants, l'autre qui veut des enfants. Et donc, le couple, pour moi, se rencontre aussi sur des affinités de construction. On peut construire une entreprise ensemble. Il y a beaucoup de couples très célèbres qui se sont retrouvés ou qui se sont rencontrés. Ça existe encore de nos jours, ce type de couple. Vous en avez, vous, dans votre... Dans mon entourage, qui ont fait vraiment... qui avancent avec un projet vraiment commun, oui, j'en ai. D'accord. Ça tient ? Nos amis avec... oui, alors les couples autour de nous, ils ont la quarantaine, 40, 45. Donc, on est encore sur des jeunes couples qui sont depuis 15, 20 ans ensemble. Et oui, enfin, de ce que je constate en tout cas autour de moi, clairement, oui. Et quand, pour les couples, pour le coup, qui se séparent, c'est effectivement les couples qui ne partageaient plus un projet commun, qui ne se retrouvaient plus dans leurs grandes aspirations de vie. Effectivement, il y a un moment donné où, quand soi-même on veut s'engager, on veut s'investir et que l'autre n'est pas là, on préfère... Alors, vous m'avez donné trois principes du temps passé ensemble pour les couples déjà installés. Oui. Le temps passé ensemble, le projet, on vient d'en parler, mais ça, c'est presque au départ. Faire de son couple une priorité. Faire de son couple une priorité, donc une place centrale. Ouais. Le faire équipe. Aussi, faire équipe. C'est vraiment être en cohésion l'un avec l'autre. C'est quelque chose qu'on fait très naturellement. Dans le début d'un couple, on va plutôt avancer main dans la main. Là, c'est-à-dire qu'on a envie d'être tout le temps ensemble. Non, c'est vraiment avoir cet esprit d'équipe, être là l'un pour l'autre. Le soutien moral. Vraiment. Tu vas faire ça, je suis derrière toi. Exactement. Et avec le temps et un peu avec l'usure, en fait, il va y avoir ce phénomène où, au lieu d'être l'un avec l'autre, on va plutôt être l'un contre l'autre. Oui, on va critiquer. Et on va critiquer. On va dire, c'est normal que tu as raté parce que regarde là. Voilà. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose qui abîme, qui use évidemment le couple. Donc, cette notion de faire équipe, et même, oui, on parle beaucoup, quelque chose qui fragilise un couple, on entend beaucoup parler, c'est le partage de la charge mentale. C'est vraiment un grand sujet aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en thérapie. Voilà, c'est l'un des deux dans le couple. Alors, plus souvent la femme qui dit je fais tout, je porte tout, tu n'es pas présent, tu ne te consacres qu'à ta carrière, tu rentres tard, c'est moi qui, en plus de mon travail, je porte les enfants, je porte la maison, et au bout d'un moment, c'est un poids. Et en fait, cette notion de faire équipe, pour moi, dans ce quotidien, c'est essentiel. C'est pouvoir se mettre comme ça l'un en face de l'autre et se dire comment est-ce qu'on est ensemble pour faire marcher cette maison, pour faire marcher la famille, dans le quotidien, comme dans des choses très basiques, mais le couple, il vit aussi dans l'ordinaire. Alors, donc, il y a besoin de ça. Je connais des couples qui peuvent faire ça, mais parfois, c'est la vision de l'un contre la vision de l'autre. C'est-à-dire, il y en a un des deux qui a une façon de fonctionner, qui va dire c'est la mienne. Et là, on rentre dans la bagarre d'ego. Non, alors justement, c'est là où il faut être
il faut savoir avoir cette intelligence du couple, cette intelligence de l'amour, en disant elle est en train d'exprimer quelque chose qui, elle, la peine, qui l'affaiblit même. Comment est-ce que j'écoute ce qu'elle me dit et comment j'arrive à la rejoindre et comment est-ce que je m'adapte pour la soulager de ça. Et enfin, c'est ça aussi l'idée d'un couple, c'est comment est-ce qu'on est là l'un pour l'autre, comment est-ce que on agit pour En fait, vous mettez le doigt sur quelque chose qui, pour moi, ressemble à l'amour. Enfin, ressemble, pour moi, c'est ça, l'amour, c'est je faire en sorte de ne pas peut-être mettre l'autre, ou en tout cas alimenter l'autre dans une logique qui le dessert, dans une logique qui l'abîme. Et s'en rendre compte, parce que parfois on ne se rend pas compte, mais on peut effectivement alimenter une logique délétère pour l'autre en pensant le tirer vers le haut, et en fait on alimente son propre saboteur interne, c'est ça. Mais ça, c'est quelque chose que l'on peut voir dès le début, parce que vous m'avez parlé donc des couples déjà installés, mais quand on rencontre quelqu'un aujourd'hui, est-ce qu'on peut identifier est-ce que vous avez des tips pour identifier ce qui est viable de ce qui ne l'est pas? On ne va pas rentrer dans les relations trop toxiques, etc., parce que ça aussi, il y en a plein des podcasts là-dessus, sur voilà, tout un tas de profils néfastes. Mais comment on peut identifier ce qui est bon pour nous ou pas? L'amour de soi, c'est de savoir, avant de rencontrer quelqu'un, non pas il faut qu'il soit grand, tac, 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 mais est-ce que c'est quoi? Enfin, vous voyez, j'allais répondre, mais c'est pas moi que je vais écouter, c'est vous. Sur quoi est-ce que je ne transigerai pas? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui vraiment partie de ma ligne de conduite? Qu'est-ce que je souhaite pour ma vie? Quelles sont mes valeurs? Alors évidemment que la rencontre de l'autre, elle met un peu à mal tout ça et elle vient nous bousculer, et tant mieux. Vous dire. Et tant mieux. Mais parce que parfois on arrive avec, alors attention, là je vais faire très attention, puis en fait l'autre nous charme, et alors on n'est plus du tout soi-même, et c'est pas très grave. Oui, alors de là à ne pas être du tout soi-même, pour le coup là c'est dangereux, mais bien sûr que la rencontre de l'autre, c'est bon qu'elle nous interroge aussi, et qu'elle nous fasse l'amour de l'autre. Sortir de la façon dont, le regard que l'autre va porter sur nous, la façon dont il va nous aimer, ça nous fait... Mais est-ce qu'on ne pourrait pas déjà identifier? Est-ce que ça voudrait dire que quand on rencontre quelqu'un, il faudrait déjà voir quel est son regard sur le monde et quel est son regard sur les autres, pour se dire de toute façon, ce regard-là, un jour, il l'aura sur moi. Et est-ce que j'aime sa façon de regarder les autres? Parce que ce regard-là, un jour, il l'aura sur moi. Est-ce que c'est pas ça la bonne démarche? C'est une question. C'est un essentiel. Déjà, rien que de savoir ça, c'est de s'intéresser à l'autre. C'est toutes ces heures de discussion qu'on va avoir pour apprendre à se découvrir. Évidemment, c'est de s'intéresser à la façon, à la vision qu'il a du monde, de la société, de la façon dont ça fonctionne, même de son entourage proche, de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses amis. Il les qualifie, comment il les aime. Et là, vous avez des indices sur sa façon. Ça ne veut pas dire juger, ça ne veut pas dire que... Non, mais se dire la façon dont il aime. Est-ce que ça correspond à ce que moi... Et bien souvent, quand... c'est des choses sur lesquelles on essaye de faire... On fait abstraction parce qu'on dit, allez, finalement, c'est pas si grave. Et puis, ça va passer avec le temps. Et puis, il va changer. Alors là, il y a souvent une désillusion. Cette manière d'aimer, cette manière d'être en lien avec autrui, en fait. C'est ça qu'il faut regarder. C'est quelque chose que l'on peut faire évoluer, personnellement. Mais de là à changer, c'est rare, quand même. Donc, alors, revenons maintenant sur ces sites Internet qui vous posaient problème parce qu'ils font la promotion... j'allais dire, d'un de nos travers d'être humain, c'est de l'envie d'aller voir ailleurs. Profondément humain, de tout à coup s'ennuyer et de se dire, allez, je vais voir. Mais je ne pense pas que ça soit aussi simple que ça. Et puis j'avais une question, en fait, j'ai travaillé ce sujet-là il n'y a pas très longtemps. Et du coup, je vais en parler avec vous, experte en relations amoureuses, parce que c'est ce que vous êtes. En fait, j'ai lu que la trahison était une bonne chose. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, non, pas du tout. Puis après, j'ai un peu poussé la lecture. J'ai appris énormément derrière ce mot trahison, et comme quoi, sans trahison, nous ne pourrions pas grandir. Qu'il nous faut quelque part trahir un peu la parole donnée enfant à nos parents, je vais être sage tout le temps, pour qu'on s'émancipe. Ça ne veut pas dire qu'on va rester dans ce
ce sentiment de déloyauté ou de trahison, mais qu'en même temps, c'est une manière de se connaître, alors avec une culpabilité. Oui, j'avais promis que, mais malgré tout, c'est plus fort que moi et je vais vers ma liberté. Et donc, c'est aussi très émancipateur, je crois qu'on peut dire comme ça. Ouais. Ça permet de créer de l'émancipation, de la découverte de soi. Et donc, je sais que vous vous êtes positionné sur l'infidélité, mais au fond, est-ce que ceux qui y goûtent, quelque part, font le choix de tester quelque chose qui va les faire grandir autrement? Là, c'est autre chose que d'être dans c'est pas trahison. Sympa ce que je viens de poser comme question. Non, mais c'est autre chose que d'être dans cette trahison par rapport à ses parents, à une éducation, à des choses qu'ils ont projetées sur nous et finalement de ne pas y être. On est vraiment dans la relation parent-enfant, que de vivre ça dans son couple. Il faut bien se dire qu'il y a un amour inconditionnel dans l'amour parental. On aime. Et l'amour inconditionnel en tant que conjoint? Ah non, complètement conditionnel, le couple. Et pourtant, donc, Dieu sait qu'il y a des thérapeutes qui disent: comment ça, votre conjoint vous aime pas d'amour inconditionnel? Non. Ce serait merveilleux, mais malheureusement, non. Je sais pas. C'est vraiment parce qu'il y aurait quelque chose peut-être d'un peu plus. Mais ils peuvent attendre. Les gens peuvent attendre d'être aimés de manière inconditionnelle par leur conjoint, ce qui n'est pas le cas. Mais à partir du moment où on se dit ça, on va vraiment dans le mur, parce qu'en fait, on ne va plus faire l'effort, on ne va plus être présent, on ne va plus travailler pour son couple parce qu'on va le considérer comme acquis. Donc, comme tout ce qui est acquis, on met de côté, on se dit que ça va rouler tout seul. Et non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc vraiment, on est sur de l'amour complètement conditionnel. Quand on prend conscience, on voit vraiment la relation d'une autre façon et on voit aussi l'importance que c'est que, justement, ce que je disais tout à l'heure, d'y passer du temps, d'en faire une priorité, d'être investi vraiment dans son couple. Et si on doit revenir sur la trahison, sur l'infidélité, je veux le redire, parce que c'est important dans cette campagne, je ne suis pas là pour juger, absolument pas. Mais c'est ce qui vous a fait réagir. C'est vraiment, oui, c'est ce qui, parce que je trouve qu'il n'y a de la place que pour ces messages-là aujourd'hui. Et moi, je veux qu'il y ait un autre message, une autre vision du couple et de l'amour. Enfin, je veux dire, c'est le sujet de toute une vie. On est tous assoiffés d'amour, qu'on ait envie d'avoir beaucoup d'argent, etc. C'est quelque part une manière de récupérer un manque crucial d'amour qu'on ne nous aura pas donné à un moment donné. C'est un regard, une reconnaissance, une injustice. Bref, c'est une nourriture, l'amour. Et en même temps, on a tous l'impression qu'on n'y arrive pas, que c'est pas... Enfin, tous, que c'est compliqué, que c'est extrêmement compliqué. Alors, j'ai fait mes petites recherches et après, on déboulera sur... Je vois que vous avez envie d'intervenir également. Mais j'ai fait mes petites recherches parce que je ne pense pas qu'il y ait que les sites Internet qui parlent de cet amour infidèle. Or, si on remonte quand même, il y a maintenant plus de 50 ans, les médias sont quand même les premiers à faire l'apologie de l'amour. Et avant eux, la littérature. Alors là, que dire? L'amour romantique... Je ne vais pas remonter trop loin non plus, mais on a l'amour romantique, la période de l'amour romantique qui mettait le couple en avant. On a eu comme ça des vagues quand même qui mettaient le couple comme valeur essentielle et fondamentale. Alors non pas pour faire société, mais pour être heureux. C'est-à-dire que sans couple, ma pauvre fille, je dis ma pauvre, ma petite fille ou mon petit garçon, point de salut. Tu choisiras soit la robe, soit la robe religieuse, la vocation religieuse, soit mariée avec Dieu ou mariée avec un être humain. Il n'y avait que ces deux, ou la voie de l'armée, encore, c'est autre chose, la voie de la patrie. Mais, et pour pouvoir... donc, on était mariés avec, ou on épousait une cause ou une personne. Sur ces 50 dernières années, moi, j'ai regardé un petit peu comment... était relayée l'idée du couple, c'est-à-dire à partir de l'explosion des médias, l'explosion des films, la multitude de films qui ont été créés et qu'on a eu le bonheur de regarder. Donc, dans les années 70, on avait l'amour comme institution, donc c'était vraiment le cœur de la liberté amoureuse, c'est-à-dire à bas le couple avec un patriarche qui décide de tout, mais allons vers... le couple qui s'affranchit, un amour plus libre.
peut-être le début des divorces où on a le droit de s'aimer comme on veut. Les années après 80, 90, les fameuses années disco qu'on aime tant, avec l'âge d'or, et là on découvre l'âme sœur. Donc quand Harry rencontre Sally, enfin on a des films cultes, Titanic, la passion entre deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, Pretty Woman aussi, là, statut social différent, encore une fois. On voit bien que c'est l'idée du couple toujours. On se dit que, alors peut-être pas dans Titanic malheureusement, mais pour les autres, ils se sont mariés, ils sont restés ensemble toute leur vie. Enfin, on voit la passion fusionnelle. Puis après, il y a les années 2000-2010. Alors là, on est dans l'amour comme accomplissement de soi. C'est-à-dire qu'en fait, la rencontre de l'autre, c'est Sex and the City, par exemple. C'est où on glamourise le célibat, tout en étant à la recherche de l'âme sœur, parce qu'on n'a pas encore chassé la vieille idée de l'amour toujours. Et puis, voilà. Mais on voit bien qu'on est sur l'autre m'apprend de moi. Qui suis-je dans le regard de l'autre? Enfin, l'autre est un miroir. Et en fait, du coup, une personne que l'on ne rencontre jamais. Puisque si dans l'autre, on se voit soi, ce qui est souvent le cas, mais c'est pas grave. Mais à un moment donné, c'est où la rencontre avec quelqu'un, un univers différent de soi. Et puis après, la dernière période, qui est les années 2010-2020, c'est l'amour à l'ère de l'optimisation. Alors là, c'est effectivement les applis de rencontre, où on fait passer l'image de si c'est pas lui, pas elle, il y aura quelqu'un d'autre, t'inquiète, ça se remplace, ça s'optimise, tu as le droit d'avoir une liste, enfin c'est le catalogue de vente par correspondance en fait. Donc on peut renvoyer, je me demande même s'il n'y a pas un service après-vente. Allô, appli dating, s'il te plaît, tu peux me remplacer la personne que j'ai rencontrée, ça va pas du tout là, je voudrais un remboursement. On est dans cette consommation-là. Mais vous voyez, c'est les films aussi, c'est les médias. Et donc là, je ne parle pas de la littérature en tant que telle, mais je pense que la littérature suit ce mouvement-là. Et donc, il n'y a pas que la pub dans le métro. Il y a aussi ce que racontent les séries que l'on regarde, les livres que l'on trouve, les magazines. Enfin, je veux dire, l'ensemble des médias relaie cette information quelque part. Et ça, on ne peut pas lutter contre tout ça. On ne peut pas lutter, mais on peut aussi, si on a envie de porter un message différent, essayer d'avoir sa place. Alors oui, demain, je ne vais pas faire un film, mais pourquoi pas? Après tout, une série, franchement, je serais ravie. Un livre, eh bien voilà, j'ai écrit les 5 clés de l'amour durable. Aujourd'hui, s'afficher parce que l'idée m'est venue, voilà, de prendre ma place, d'avoir une voix, de porter une voix dans l'espace public. Mais vous l'avez dit dans votre introduction, c'est parfois d'être l'impression d'être à contre-courant des idées qui sont. Mais en fait, moi, ce qui me donne une force vraiment et une envie, c'est que à chaque fois que je parle avec quelqu'un en tête à tête, bien la majorité des gens, ils aspirent à vivre quelque chose de beau dans leur relation amoureuse, vraiment. Donc pour moi, il y a vraiment une décorrélation entre ce qu'on peut entendre, entre ce que la société veut nous faire croire et ce dont les gens ont profondément envie. D'accord. Donc merci de ce que vous venez de dire, parce que c'est ça qui est formidable et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais contente de vous recevoir aujourd'hui. C'est que oui, l'ensemble des médias, quelque part, pas conspirent, mais en tout cas s'entendent très bien pour alimenter cette notion du tout consommable, tout jetable, tout transformable, et puis, enfin en tout cas une certaine idée de... Bon, c'est même pas un couple, de la rencontre, parce qu'on est plutôt là-dedans, c'est le marché de la rencontre. Alors c'est sûr que pour un livre ou un film, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus stimulant de parler de déchirure, de séparation, de passion qui ne marche jamais, etc. Mais c'est vrai que dans nos petites têtes, ça peut être du coup le lieu commun, c'est-à-dire que c'est ça en fait le monde. Et alors ça voudrait dire qu'on n'a plus de rêve, parce que c'est vrai que vendre de l'infidélité dans le métro, enfin, si c'est ça notre dernier lieu pour rêver, c'est un peu triste. C'est très triste. C'est très triste. C'est pour ça qu'on veut vraiment... Que moi, ma barre de chocolat encore, c'est un truc sympa. Oui. Mais c'est vrai que, voilà, je ne le voyais pas comme ça, mais c'est vrai que c'est triste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est notre dernier frisson, c'est ça ?
C'est ce qui est qui un est peu... en plus qui est Et puis, dernier frisson qui va être éphémère. industrialisé par Oui, et puis avec je de peux la vous data. assurer que l'infidélité, vous serez vite rattrapé. Finalement, vous allez vite vous en mordre les doigts parce que quand ce sera forcément une répercussion derrière sur vous, sur votre couple, sur votre famille, sur vos enfants. Et là, c'est beaucoup moins drôle. Donc, ce petit moment qu'on aura eu de frissons, d'excitation, eh bien, J'ai envie de vous il sera embêter vite, encore, j'ai encore ah posé oui. une question. Euh, moi, j'ai envie de dire, si en fait ces sites-là existent et que la personne avec laquelle je suis y va, ben, tant mieux que ça se fasse très vite, comme ça je perds pas mon temps. Ça veut dire que la personne n'a pas une sécurité interne ou une rigueur ou une discipline interne suffisante. Bah, la personne que vous allez rencontrer potentiellement avec ce genre de site, il y aura forcément une faille. C'est pas une personne avec Moi, laquelle... je parle pas de moi d'être sur le site. Je dis Oui. simplement que si je suis en couple avec quelqu'un, ou si même moi, je vais sur ce type de site Oui. pour créer une infidélité, autant que je le sache, en fait, autant que je le sache assez vite que mon compagnon ou ma compagne va se rend sur des sites, pratique l'infidélité. Si vous voulez, plutôt que d'attendre 8 ans, de me rendre compte que, je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile de pas être, c'est facile de pas être tenté quand on est tout seul planté au milieu du Larzac. Ouais. Si à un moment donné on agite des choses autour de l'autre, mais que ça réagit, autant, si c'est ça que tu veux faire, va vivre tes infidélités. Et moi, je vais peut-être faire mon couple ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que le phénomène de proposer l'infidélité va peut-être attirer à lui des gens qui, de toute façon, n'avaient pas envie d'être en couple, ne savaient pas trop comment Alors, le dire. Vous voyez oui, ce que je veux dire? des personnes femmes, mais aussi d'autres qui Vous croyez? Ah bah oui, bien sûr, et que l'on cueille à un moment où il y a une faiblesse, où il y a un manque, où il y a une souffrance. Et ce message-là, qu'il voit passer 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, cette facilité d'accès, C'est pas faux. bam, ah bah c'est bien pour ça que le business marche. Alors, dites-moi, vous, dans votre quotidien, vous recevez des couples régulièrement? Non, c'est pas mon activité D'accord. première. Moi, je suis rédactrice en chef du média Amour Toujours. Donc voilà, c'est vraiment dans l'idée de faire de l'information, de donner des conseils simples et efficaces aux couples pour nourrir leur vie de couple. Parce que je veux quand même pouvoir dire qu'un couple, ça peut rester joyeux, intense, un endroit de joie pour toute une vie. Vraiment. Je crois profondément à ça, si on s'applique, si on prend soin, si on s'investit. Mais je veux... souvent, le couple est donné comme... des crises sont obligatoires, vous passerez par des difficultés, ça vous rendra plus fort. Oui, mais pas que. Pas que. Un couple, ça peut vraiment être une aventure. Est-ce que c'est la dernière aventure humaine pour vous? Quand je dis dernière aventure, je veux dire, il y a l'entreprise qui est une aventure humaine. Ah oui. Tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, tous les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés me disent c'est vraiment une aventure humaine. Oui, monter tel sommet, oui, faire le tour du monde, c'est une aventure. Mais l'aventure humaine, c'est-à-dire la rencontre avec ses propres biais, ses propres problèmes, etc., la difficulté de maintenir tout ça en place, c'est une aventure humaine. Le couple, pour durer dans le temps, c'est un voyage au long cours. Si on a envie de rester en couple, évidemment, c'est aussi une aventure humaine. C'est l'aventure humaine par excellence. On n'en est pas du tout préparé maintenant, avec tous les écueils. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus sur un long fleuve tranquille comme n'ont pu le connaître nos parents. Je ne dis pas que c'était facile pour eux. Non. Je dis juste que les écueils ont resté ensemble pour tout un tas de raisons économico, familialo, loyauté envers le système. Mais alors qu'aujourd'hui, je veux dire, on navigue en eau de requin. On a des portes de sortie un peu quand on veut. Donc évidemment, c'est beaucoup plus on tentant. arrive en tongs et bon, ça va bien se passer. Non, en fait, c'est très très complexe. Et ça donne pas envie aux générations actuelles, ou les jeunes générations actuelles, de s'y rendre. Ça leur fait peur. Je vois bien la mise en couple, elle est de plus en plus lointaine. La rencontre est très difficile. Ah oui, mais il y a vraiment une peur aujourd'hui des jeunes de s'engager dans une relation amoureuse. Mais j'ai même l'impression qu'ils ont peur de se rencontrer.
Je ne sais pas si on parle d'engagement proprement parlé. C'est-à-dire, pour s'engager, il faut déjà rencontrer quelqu'un. Et rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend bien. On dirait on a peur de souffrir, croyez ? Parce que la rencontre peut faire souffrir. La rencontre peut faire souffrir. Mais je suis pas sûre que ce soit la peur de souffrir. C'est plutôt peut-être la peur d'échouer et cette idée que ce ne sera pas possible, que de toute façon, avec les modèles qu'ils ont eus de leurs parents, des amis de leurs parents, de leurs amis autour d'eux, je trouve que c'est plutôt cette image que le couple aura qu'un temps et que en fait, c'est des histoires qui vont se mettre les unes après les autres. Et donc là, oui, effectivement, dans ces cas-là, il y a le fait d'y aller davantage à reculons ou de moins s'investir. Et en fait, si on ne s'investit pas, ça ne fonctionne pas. Alors que finalement, la première histoire, elle aurait pu être la bonne. Vraiment. Mais voilà, quand on y met un pied et pas le deuxième, parce qu'on veut aussi justement se préserver et que ça nous fait peur, ça ne fonctionne pas. Oui, alors c'est vrai que le contraire de l'amour, c'est la peur. Ouais. Si on avance avec... C'est normal qu'on ait des craintes. Oui. Mais l'idée, c'est de ne pas les alimenter, c'est ça ? Oui, et puis l'idée, c'est que le couple soit une cellule de vie où justement on est apaisé, on est serein. Ça ne doit pas être une cellule de stress, d'angoisse. Si ça se passe comme ça, ce n'est pas normal. Un couple, ça n'a pas vocation à être ça. Donc dans ces cas-là, il faut s'interroger, il faut se poser des questions, il faut voir qu'est-ce qui fait que mon couple est un lieu d'angoisse, pourquoi je ne suis pas sereine dans mon couple, pourquoi je ne suis pas bien dans mon couple. On s'interroge, on se bouge, on travaille sur soi, on travaille avec l'autre. Enfin, voilà, franchement, il y a plein de moyens, il y a plein d'outils, il y a plein de techniques aujourd'hui pour le faire. Mais on ne reste pas coûte que coûte dans cet état d'esprit. Et c'est ça que le message, il est important, c'est de dire que votre couple peut être un lieu vraiment de joie. On m'a demandé l'autre jour, quel est pour vous le premier signe qu'un couple décline. Et moi, je dis, c'est quand il n'y a plus la joie dans son couple. Et là, déjà, il faut s'interroger. Quand il n'y a plus la joie. Ouais, quand il n'y a plus la joie. Alors, qu'est-ce que vous appelez la joie ? La joie, c'est la joie d'être à deux, la joie de se retrouver, la joie de vivre des choses ensemble. Vous voyez, la joie, c'est vraiment ce sentiment de vie un peu qui brûle intérieurement, qui fait qu'on se sent vivant, mais voilà, que l'on est heureux, que quand on est avec l'autre, voilà, on va rire, on va sourire, pas tout le temps évidemment, mais c'est bien qui est ce joie, cet apaisement d'être ensemble. L'autre, quand il est l'autre à côté, plutôt que de m'agacer, de me stresser, de me tendre, il m'apaise. Voilà, j'aime le regarder, j'aime avec lui. Alors on va dire, oh là là, elle est vraiment, c'est les bisounours. Non, c'est une réalité qui est possible, mais investissez-vous, travaillez ça, posez-vous des questions, parlez ensemble, passez du temps ensemble, nourrissez votre couple, vraiment. Sinon, évidemment, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, on a pu dire aussi que le couple était thérapeutique. On peut voir le couple comme thérapeutique, c'est-à-dire qu'en fait, il va venir combler ce qu'on n'a pas reçu plus jeune. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, effectivement, là, il y a un travail personnel à faire. Oh là, oui. Mais quand on est tout seul, le soir, régulièrement, qu'on a bien travaillé en thérapie, on dit, bon, là, je suis nickel. C'est quand on rencontre l'autre qu'on se rend compte qu'on a encore des endroits où ça ne va pas. C'est pas évident de rester malgré tout ça parce que on se dit mais alors dans ce cas-là je ne vais rencontrer quelqu'un que quand je serai parfait. Non, bien sûr, parce que sinon ça peut être très long, mais effectivement être serein soi-même lorsqu'on débute un couple, lorsqu'on arrive à un couple, c'est se donner plus de chances de durer et d'être stable dans son couple. Ça, c'est une évidence. Je crois beaucoup à ça. Mais en tout cas, je trouvais que c'était intéressant de vous entendre parce que là, quand vous avez dit, s'il n'y a plus de joie, le couple meurt, il faut se poser des questions. J'avais presque envie de dire, donc, en fait, on doit arriver à être déjà en joie quand on a envie de rencontrer quelqu'un. Il faut déjà être en joie soi-même. Et je pense que peut-être l'élément déclencheur qui nous alerte, c'est ma joie s'éteint à son contact. Ou ma joie, au contraire, augmente. Mais il doit y avoir une joie de départ pour que ça dure ensemble, c'est ça ? Oui. Et en fait, c'est deux feux ou deux lumières qui se rencontrent pour créer quelque chose de plus grand. Tout à fait. Mais ne pas faire éteindre sa propre lumière. Ça, c'est un indice. Oui,
c'est un indice. Qui ne veut pas dire que le couple est fini. Hein. Attention, s'il n'y a plus de joie, si là, en nous écoutant, vous dites « Oh là là, c'est vrai que nous, c'est pas très joyeux tous les deux ». Oui, c'est ça. Ok, c'est un indice. Ça ne veut pas dire que vous devez vous arrêter. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus la joie d'être ensemble, vous n'avez plus la joie de vous retrouver? Qu'est-ce qui faisait qu'avant, vous l'aviez? Qu'est-ce que vous avez perdu en chemin? Qu'est-ce que vous n'avez pas alimenté? Vous avez changé tous les deux. Donc ça aussi, vous voyez, est-ce qu'on se donne beaucoup de temps dans son couple pour savoir comment va l'autre, pour savoir où il en est, de sa vie, de ses envies, de ses désirs, de ses rêves, de ses angoisses? Est-ce qu'on en parle beaucoup? On en parle beaucoup dans le début d'un couple, parce qu'on s'intéresse à l'autre, on veut savoir qui il est, voilà, on va être à ses côtés. Mais en fait, au fil du temps, est-ce qu'on s'interroge beaucoup? En fait, c'est vrai qu'on se dit, je le connais ou je la connais, c'est bon, maintenant j'ai fait 5 ans, 10 ans avec elle. Et c'est là où les gens, les personnes, les individus changent quand même au fur et à mesure. Et c'est là où on peut s'interroger. Il y a aussi une base de sécurité émotionnelle. Vous n'en avez pas du tout parlé de la sécurité émotionnelle. On est dans un monde qui est... C'est un jugement personnel, mais ce n'est pas vraiment ce que je ressens moi. Je sens que c'est anxiogène pour beaucoup de personnes. Voilà. Pour tout un tas de raisons médiatiques et autres. On sent que il y a de la sécurité nulle part. La précarité est partout, dans beaucoup de domaines de nos vies. Et le couple en fait les frais. C'est-à-dire que est-ce que l'autre m'apporte une sécurité ou pas? Comment est-ce qu'on installe une sécurité pour que... parce que c'est la base de la confiance, c'est la base de la construction. Ouais, c'est ce qui fait qu'on va vouloir y aller dans cette entité couple. C'est qu'on va y trouver une sécurité, un cadre qui seront... Ça ne sera peut-être pas quelque chose de linéaire, et parfois c'est peut-être l'un qui apportera cette sécurité, et puis quelques temps plus tard ce sera l'autre. C'est bien aussi qu'il y ait un équilibre et que ce ne soit pas toujours le même vous qui me décrivez porte le couple idéal, je trouve vraiment... ça merveilleux. Oui, mais couple idéal, le couple avec un... Ouais, idéal, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas vraiment de couple idéal. Chacun a sa façon de vivre son couple, et il fait que moi, aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire que mon couple est idéal, mais il est idéal avec ses défauts et avec ses travers. Mais dans ce qu'on est l'un l'autre dans ce couple et la façon dont on le vit, oui, à nos yeux, on a un bon équilibre, mais on travaille beaucoup. Hein. Oui. Ah bah oui. Vous travaillez beaucoup. Si vous pouvez me donner un exemple, qu'est-ce que vous faites quand vous dites on travaille beaucoup? Vous donnez des créneaux où vous donnez rendez-vous, vous faites un bilan annuel, vous faites une petite lettre en disant alors cette année, les points positifs, les points négatifs. Je rigole, hein, je ne sais pas si c'est une réalité. Ouais. On fait régulièrement le point, on se donne des rendez-vous, effectivement, alors souvent le week-end, et on met dans un cadre sympa, donc soit à l'extérieur, soit chez nous, mais voilà. On se fait un dîner bilan ce soir. Absolument. Un petit dîner aux chandelles bilan. Mais oui, mais les bougies, la petite musique, la bonne petite bouteille, et juste on est bien, et on se donne, on se met dans un contexte, on sera bien pour parler, pour s'écouter, pour s'enrichir de ce que chacun va dire, et d'être à l'écoute. Ça paraît des détails, mais c'est tellement essentiel. Mais vous avez l'impression que vous êtes en totale confiance donc avec votre époux. Oui, je suis en totale confiance, et pour autant, comme vous êtes tout à l'heure, il a son jardin secret quand même. Alors ça, oui, probablement. Je ne me dis pas qu'il m'est acquis. Donc là, j'ai confiance en lui, mais je ne me dis pas, je suis tranquille, il ne sera jamais tenté par une autre. Je ne me dis pas ça. Donc, mais cette perspective ne vous déstabilise pas. C'est-à-dire que vous êtes suffisamment en sécurité pour savoir que... voilà, pour le coup, quand même, je pense que j'ai suffisamment confiance en moi pour me dire que... Mais je fais en sorte aussi de rester son élu, vous voyez. Voilà, c'est des choses dont on n'a pas parlé, mais tout ce qui est dans un couple, la séduction, le prendre soin de soi, le prendre soin de l'autre, avec le temps qui passe, oui, et c'est des choses qui restent, qui sont essentielles, enfin, vraiment, et qu'il faut entretenir. C'est pas la séduction, la passion, les folles nuits d'amour, c'est pas réservé aux jeunes couples, c'est quelque chose vraiment qu'on doit alimenter dans son couple. Ça, on voit bien que peut-être... beaucoup de personnes ont envie de courir après la dopamine, qui est un excitant permanent et qui, en fait, est un élan vital, ce qu'on disait au départ, mais en fait ne construit pas. Parce qu'il faut effectivement plus de sécurité pour ça. À vous écouter, effectivement, j'ai deux propos qui me viennent. Le premier, c'est que je me dis que ces sites, quelque part, mais c'est ma vie personnelle, ont bien fait de faire la promotion.
font la promotion parce que quelque part, je pense que c'est comme les applis de rencontre, on en revient. On a cru que ça, tout à coup, ça y est, on allait pouvoir rencontrer. En fin de compte, c'est pas vrai. Les personnes qui sont sur les applis de rencontre disent toutes, mais en fait, j'ai fait le tour. Je ne suis toujours pas en couple. Apparemment, peut-être que les deux, je ne rencontrerai jamais personne parce que ça n'arrange pas ces services-là que je sois en couple, parce que je ne serai plus abonnée. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et on voit réapparaître des lieux de rencontre en propre, avec des systèmes de rencontre autour d'une course à pied, autour d'un dîner, où les gens vont refaire société dans des cadres qui étaient devenus has-been un petit peu, et qui là, en fait, retrouvent des belles couleurs. Donc le lien social, le lien humain revient au cœur des préoccupations du domaine du marché de la rencontre, puisqu'on appelle ça un marché. Et quelque part, peut-être que ces sites internet, eh bien, une fois qu'on l'aura peut-être testé, enfin, je veux dire, non, voilà, joue une carte qui va pas forcément durer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que à trop vouloir servir la soupe à tous ceux qui l'attendent et qui sont affamés en se disant, ben c'est ça, l'élu, la nouvelle voie du bonheur. Moi, une fois qu'on l'a utilisé, en fait, la facilité n'a jamais, enfin, impliqué le succès. Oui. Tout ce qui est facile n'a pas de goût réel au bonheur. C'est quand même le goût de l'effort. En tout cas, c'est ce que j'entends derrière ce que vous dites. C'est le goût de l'effort, comme en sport Clairement. d'ailleurs. Hein. Il faut donner le goût de l'effort pour pouvoir s'installer dans ce qui est joyeux. C'est ça le ça, fond. absolument. Mais par contre, ça s'apprend et il n'y a pas d'atelier. Et j'ai vu, en fait, alors je ne sais pas du tout comment vous pratiquez, mais si notre couple est un peu malade, il n'y a pas le médecin de l'amour. Le médecin, en tout cas, pas trop cher. Les coachs, etc., sont extrêmement chers. Il faut être un peu riche pour après, pouvoir aller voir des thérapeutes de couple. Peut-être C'est pas remboursé, hein. sur Paris, peut-être, mais en province, voilà, ça peut rester quelque chose de quand même qui est raisonnable. D'accord. Oui, enfin, vraiment ça, je pense que les gens savent mettre leur argent Est-ce ailleurs. que vous avez l'impression que les hommes sont de plus en plus sensibles à cette question du couple, Oui. ou au contraire, ils ont envie de s'installer maintenant? Ils sont vraiment de plus en plus sensibles. En fait, on s'est fait cette image qu'ils ne l'étaient pas, donc on leur a peu donné la parole sur ce sujet. Et en fait, moi vraiment, c'est ma passion de parler de ça avec les gens, et notamment avec les hommes. Et hop, vous mettez une pièce, et alors c'est parti. Moi, je peux faire le dîner avec mais bien sûr, bien sûr. Et ça m'est arrivé à des dîners avec des gens que je connaissais pas trop. Et ils se livrent plus qu'avant. Ils se livrent plus qu'avant, surtout quand vous leur ouvrez une porte et qu'ils sentent que voilà, il y a une oreille attentive. Mais le sujet quand même de l'intimité, de la sexualité revient souvent. La sexualité? Ouais, assez vite. Les femmes, c'est pas du tout le premier sujet duquel elles vont parler. Les hommes, beaucoup plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent, c'est que voilà, c'est quelque chose où ils se retrouvent plus dans leur couple, où il y a quelque chose qui est passé, quelque chose qui est fané, et c'est quelque chose ça leur manque, ils savent pas comment en parler. Ils peuvent avoir fait une croix dessus, se dire bon bah non, et en fait quand on en parle, ils se rendent compte que c'est pas du tout la bonne idée, parce que pour moi la sécurité est un pilier du couple, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut nourrir, qu'il faut préserver vraiment, avec une évolution qu'il peut y avoir dans son couple, mais vraiment quelque chose à garder, et en tout cas en parler, que ce soit un vrai sujet de communication. Mais voilà, je dirais, si vous me demandez, c'est le premier, quand même majoritairement c'est le premier sujet qui vient, l'intimité et la sexualité quand j'en parle avec les hommes. Donc non, les hommes ils sont malheureux de ça. Ils sont malheureux de ça. Ils sont malheureux, bien sûr, oui, parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui manque en fait. Et donc là, quelque part, on retombe sur, j'allais dire, l'injonction qui a été faite aux femmes pendant À chaque fois, je me fais l'avocat du diable. Il ne faut pas m'en vouloir. Et puis, alors, s'il y a les haters qui interviennent, ça va être génial. C'est pas très grave, j'assume. Oui. Les injonctions qui étaient faites aux femmes de rester dans des relations où, justement, par couple, par nécessité familiale, elles acceptaient le fameux devoir conjugal, qui n'est pas tellement agréable. Pour ces messieurs, je ne suis pas sûre que ça soit absolument rigolo, mais c'était le cas. Et alors, du coup, on les a, j'allais dire, dédouanés en disant « vous avez raison de ne pas vouloir, vous avez raison de faire comme vous le sentez ». Et en fait, on se retrouve avec des hommes... Enfin, c'est un décalage biologique aussi, non ? Parce que les femmes traversent des périodes de leur vie par rapport à la sexualité qui ne sont pas toujours linéaires. Ça, c'est sûr. Et ça, on n'est pas linéaire. Enfin, moi, je fais partie des femmes aussi.
Et je sais à quel point je ne suis pas linéaire au niveau émotionnel Ouais. du fait de ces hormones que je gère et que beaucoup de femmes gèrent comme elles peuvent. Oui. Mais là, j'allais dire, le taux on fluctue énormément. Et les hommes là-dedans, on leur demande de s'y faire. Oui. Alors, on leur demande effectivement d'essayer de s'adapter, de comprendre en tout cas. Et là, vraiment, il y a quelque J'ai chose l'impression qui que c'est dur est pour eux, quand essentiel. même. Parce que si nous, on n'est plus OK, il y en aura une qui sera OK à ce moment-là. Oui, mais comment est-ce qu'on en parle dans son couple? Comment est-ce que on fait comprendre à l'autre que là, juste, c'est pas de toi dont j'ai pas envie. C'est juste que, voilà, dans mon cycle en ce moment, je n'ai pas envie de toi, je n'ai pas envie de me donner, je n'ai pas envie de faire l'amour. Mais voilà. Non, mais de se connaître aussi et de se dire, enfin, c'est passionnant pour une femme de se connaître, de savoir. Et puis, qu'est-ce qu'on met en place aussi? Ah oui, non, mais, pour mais passer... je trouve ça génial ce que vous dites. C'est passionnant de se connaître, mais aller dire à un homme, alors, tu sais, en ce moment, j'ai pas envie de toi. Non, mais si c'est le sien, c'est vraiment si c'est son mari, c'est pas son agréable compagnon, d'entendre ça. J'ai pas envie de toi. Ah ben il y a une façon de le dire, Ben, bien je veux sûr. dire, Non, mais il y a une façon de le dire, il y a une intelligence, il y a une finesse. Ouais. Et puis qu'est-ce qu'on met en place dans son couple justement pour qu'est-ce qui chez moi peut déclencher l'envie? Est-ce que tu le sais? Non, je ne sais pas. Et ben voilà, moi je te dis ça c'est voilà, de pouvoir en parler, d'avoir des sujets, oui, que ça soit pas, des soirées à thème. Et ce soir, on va parler de notre sexualité et de se donner des clés. Là encore, c'est des sujets sur lesquels on change et il faut donner les clés à l'autre. Il faut lui je dire vous sens où on en est. hyper à l'aise avec tout ça parce que je vois que vous l'avez expérimenté. Ça se sent dans votre manière d'en parler. On sent que vous l'avez expérimenté. On sent que vous avez déjà traversé peut-être des écueils, une certaine forme peut-être d'indélicatesse, peut-être pas vous, peut-être votre conjoint, peut-être d'autres qui savent pas aborder ces sujets-là sans être des gros pathos parce que on sait pas faire et on est tous un peu pathos quelque part et ça a du charme mais parfois ça blesse énormément. On sent que vous l'avez traversé, mais pour des couples qui sont complètement qui ont envie de faire couple, mais qui n'ont pas envie de faire de mal, mais c'est une montagne à surmonter, c'est terrible. Vous avez des formations, on va peut-être aller, enfin, je sais pas, mais vraiment il y a les carnets, pour le coup, les carnets Amour Toujours, qui sont des carnets de communication. Il y a ces 12 rendez-vous en tête à tête. Chacun a son carnet, il y a un thème, 40 questions, une quarantaine de questions. Il y a un thème, vraiment le numéro 6, le rendez-vous numéro 6, qui est sur la tendresse, l'intimité, la sexualité. Donc vous avez une quarantaine de questions, vous aurez préparé avant, donc vous arriverez dans votre tête-à-tête, vous avez parlé de ça, donc déjà ça vous met plus à l'aise, et les questions vont vous guider. Moi je crois beaucoup dans la force des questions, c'est vraiment le concept Amour Toujours, hein. C'est interroger le couple grâce à des questions qui ne sont pas les nôtres, donc qui viennent de l'extérieur. Et ça, je crois beaucoup en ça. Parfois, je vais faire une publication, je vais vous donner juste 5 questions pour animer un verre en tête-à-tête. Et alors là, mais c'est passionnant parce que c'est des questions que vous ne vous posez plus, ça va amener des sujets sur lesquels finalement vous interrogez peu. Et donc, il y a ces carnets-là qui sont faits pour partir à la redécouverte de soi, de l'autre, de son couple, se retrouver, se reconnecter, retrouver une complicité. C'est pour les couples qui vont bien et qui veulent aller mieux, pour les couples qui sont un peu en baisse de forme et qui veulent insuffler une nouvelle énergie. Et en fait, il y a juste à se laisser guider. Il faut avoir une volonté de l'un de l'autre, de s'impliquer, de se raconter aussi, de se confier. Si effectivement il n'y a pas ça, bon, ça marche moins bien, le concept marche moins bien. Mais le concept ne marche pas du tout. Mais c'est ça la difficulté, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui le couple est réservé à des personnes extrêmement ouvertes, qui ont déjà surmonté leurs blessures d'enfance, leurs traumas, leur blocage, qui se découvrent. On a l'impression que c'est réservé à une élite. Parce qu'il faut avoir du temps, il faut avoir aussi de l'argent, oui. Il faut avoir de l'énergie. Alors de l'argent, pour le coup, là, non, parce que vraiment, les carnets, ça ne coûte pas grand-chose. Et chacun peut installer dans son salon 2 bougies, vous voyez, se donner le contexte. Si j'ai envie de faire un travail sur moi, ça demande d'aller voir un psy. Ça veut alors, dire que j'ai le temps. Oui, c'est autre chose, effectivement. C'est pour ça que je parlais, ça revient après, on dirait que c'est le sport d'une élite. En fait, le couple est un luxe. C'est un sport de luxe. Il faut avoir beaucoup de matériel pour arriver en couple, pour arriver à un bon niveau. Et encore, après, il va y avoir encore des vagues. Oui, alors après, j'ai envie de dire aussi mais il y a des athlètes. Le fait de beaucoup s'interroger, de trouver des problèmes, un rythme de vie très intense où on se perd et où on perd l'autre, c'est aussi réservé à une élite. Et je pense qu'il y a des gens qui vivent beaucoup plus simplement et pour le coup, qui s'aiment profondément parce qu'ils ne s'attirent pas les problèmes, qu'on peut s'attirer
dans d'autres milieux. Donc non, je ne pense pas que l'amour et le couple soient réservés à une élite. C'est pas une Pas du tout. performance. Non, c'est pas une performance. C'est un travail. Mais d'accord. Donc pas une performance. c'est aussi une forme de mettre son ego de côté. Oui. Oui. D'accord. Donc ça veut dire vraiment travailler, non pas à fragiliser l'ego, mais qu'il soit suffisamment solide pour ne pas être déstabilisé. Pour ne pas être déstabilisé. Pour rester dans la joie. Oui. Parce que c'est ça, en fait. La rencontre avec l'autre, c'est la joie. Est-ce que vous avez une association de base? Enfin, vous avez pris un véhicule juridique pour... Alors, Amour Toujours, aujourd'hui, c'est vraiment une entreprise. Hein. C'est un média, c'est une entreprise. Donc, c'est pas sous forme d'association. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'on peut venir, qu'on peut contribuer, voilà, qu'on peut investir aujourd'hui si on croit en ces valeurs-là. Et pour une entreprise, pour grandir aujourd'hui, l'un des nerfs de la guerre, c'est quand même l'argent. Et notamment cette campagne, si on va aller loin et si on va avoir un impact, c'est ça qu'il me faut clairement aujourd'hui. C'est des gens qui me suivent. Alors j'ai toute une communauté et ça c'est chouette, mais il faut voilà, des gens qui sont financièrement RATP, plus à l'aise on dit et un ça peu comme plus ça, puissants. la SNCF, de call, c'est ça, c'est tous les... La RATP pour l'instant c'est pas évident, mais voilà. Et pourtant, combien de couples se font et se défont dans le métro? Absolument. Pareil, pour les quais de gare, c'est oui, beau oui, aussi. Mais c'est aujourd'hui s'afficher avec Amour Toujours en disant on veut porter un message de beauté par rapport au couple. Je vais voir demain qui est-ce qui assume ça. Quelles marques vont assumer ça? On arrive à la fin de ce podcast. J'ai vraiment passé un très bon moment avec vous et je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions parce que, en fait, derrière votre combat sous-tend le sujet de la joie. Et la joie qui doit nous habiter et qui est peut-être la première de ce que je retiens. Hein. Excusez-moi, j'essaie de faire une synthèse, mais qui est notre première mission d'engagement déjà envers soi avant de s'engager envers un autre être et de pouvoir alimenter cette joie personnelle pour ne pas utiliser l'autre pour son propre profit et après que ça retourne, etc. Donc ça, j'entends bien. C'est vrai que ce marché de la rencontre est ce qu'il est et qu'aujourd'hui, il est important de remettre l'amour sur les bouches, sur les lèvres et sur les cœurs de tous nos concitoyens, comme une recherche, comme un effort, comme un sport, comme une performance, mais pas une performance, justement pas comme une performance, comme un lieu d'effort, un lieu de travail, parce que l'amour s'alimente de la joie, c'est ça, et que l'infidélité dont ces sites prônent, alimente le désir, mais la joie s'éteint très vite. Donc en fait, le deal pour tous ceux qui nous écoutent, c'est de dire qu'est-ce que vous préférez, le plaisir ou la joie. Et à partir de là... Voilà, choisissez. Voilà, c'est vous qui allez Rejoignez-moi. Merci beaucoup, Swazik, d'avoir été avec nous. Merci. C'est un plaisir. C'est la fin de cet épisode des Talents de la Terre, une production Arsenal by Bolloré. Retrouvez tous les épisodes sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts et sur l'ensemble des plateformes d'écoute.